Donc bonjour à toutes et à toutes, à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer ce panel passionnant au sujet de l'impact investing, l'investissement à impact, en Afrique et en Méditerranée. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Ayet Amana. Après avoir travaillé 7 ans pour Pictet Asset Management dans le Listed Equity, j'ai décidé de pivoter ma carrière vers l'impact investing, et notamment en Afrique, et le capital risque. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui des experts qui ont chacun une expérience unique dans l'investissement à impact, et notamment un des pionniers dans cette thématique. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle. Oni, si tu veux bien. Oui, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Oni Razafine Salama. Je travaille chez Investisseurs et Partenaires en tant que consultante. Donc, très brièvement, Investisseurs et Partenaires, c'est un investisseur d'impact, comme l'a mentionné Ayet. En termes de chiffres, c'est 186 personnes en Afrique et en France. C'est 480 millions d'euros levés. C'est 10 pays africains et 4 gammes d'activités, donc dans l'accélération, dans le développement, dans l'expansion et dans le soutien à l'écosystème. Ce qui est intéressant chez Investisseurs et Partenaires, c'est que nous allons investir dans des PME africaines, mais on va également soutenir des personnes locales qui souhaitent monter leur fonds d'investissement. On va soutenir les fund managers sur le continent. Frédéric, je te laisse poursuivre. Merci Ayet, bonjour à tous. Donc moi je suis Frédéric Pfister, je suis directeur général de Gaïa Impact. Gaïa Impact est un investisseur en equity qui investit des tickets de 1 à 5 millions dans des startups scale-up actives dans tout ce qui est génération d'énergie décentralisée et usage productif de l'énergie. Donc via notre dernier fonds Gaïa Energy Impact Fund 2, nous avons une 50aine de millions à déployer en Afrique. Warda. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Warda Abdelkader, experte en investissement des diasporas africaines depuis 5 ans, donc 3 ans auprès du Fonds international pour le développement agricole et 2 ans pour Siwara Capital, jeune société d'investissement de la diaspora africaine que j'ai aidé donc à se structurer. C'est une société qui a déjà fait 2 investissements donc, sur le continent et qui est appuyée donc, par Investisseurs et Partenaires également donc, dans le cadre de son développement. Bonjour à tous, Rita Zniber. Donc, j'ai lancé un fonds avec une associée il y a 3 ans au Maroc. C'est un fonds de venture capital qui a pour objectif d'investir dans les startups africaines. On investit du pré-seed à la pré-série A, des tickets entre 50 000 et 200 000 euros, secteur agnostique, plus particulièrement en Afrique francophone. À date, nous avons investi dans 6 participations en agriculture, enfin pas d'agriculture encore, en cours, plutôt en logistique, mobilité, fintech, blue tech et SaaS dans l'hôtellerie. Et on a une particularité qui est celle de jouer le rôle de tiers de confiance entre les corporates et les startups pour être un bridge et créer le plus de valeur entre les deux. Voilà. Alors, merci pour vos introductions. Je me permets de recontextualiser donc, ce panel. L'investissement à impact, investir en tenant en compte des facteurs sociaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, en 2024, le marché mondial de l'impact investing représente 1,2 milliard de dollars, avec seulement 4% alloués à l'Afrique. Donc ce faible pourcentage demeure assez surprenant, surtout quand on considère que les marchés émergents, et notamment l'Afrique, sont par essence alignés avec les fondamentaux de l'investissement à impact et des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc moi, ma question est pourquoi ? Et pourquoi l'Afrique attire-t-elle toujours si peu d'investissements ? Peut-être Frédéric, tu veux commencer ? Avec plaisir. Très bonne question. Alors je pense que pour remettre les choses dans leur contexte, déjà, il faut savoir que ce ratio que tu viens d'énoncer, Ayet, à savoir 4% des investissements à impact vers l'Afrique et 96% donc vers le reste du monde, finalement, ça suit la trajectoire de l'investissement classique, où il y a très peu d'investissements, enfin trop peu d'investissements qui sont fléchés vers l'Afrique. Alors pourquoi ? Je pense que la principale raison, c'est le risque perçu. La plupart des investisseurs surestiment le risque africain, parce qu'ils imaginent que
Il y a une instabilité politique qui va à l'encontre des intérêts des investisseurs privés. Ils imaginent que la réglementation est beaucoup trop chaotique et non harmonisée d'un pays à l'autre pour faire des affaires. Ils imaginent que le bassin de talent est trop faible pour pouvoir développer des boîtes correctement. Ceci est accentué par les agences de notation qui ont tendance à utiliser des critères et des grilles de notation très standardisées qui ne tiennent pas compte des spécificités de l'Afrique, à savoir ses économies résilientes, la jeunesse de sa population, un écosystème d'entrepreneurs qui est de plus en plus grandissant. On le voit dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, où on rencontre des tonnes d'entrepreneurs motivés et brillants. Et tout ça fait que l'Afrique souffre de taux d'intérêt beaucoup plus élevés. On est prêt à prêter ou à investir en Afrique, mais en attendant des rendements qui sont complètement incohérents par rapport à la réalité du marché. Donc ça fait que les fonds qui veulent investir en Afrique ont de plus en plus de mal à lever, que les startups africaines qui veulent lever des fonds ont mécaniquement de plus en plus de mal à lever des fonds. Et je pense qu'il faut aussi ajouter un aspect géopolitique, c'est qu'aujourd'hui, l'actualité géopolitique fait que les Occidentaux notamment préfèrent s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, au détriment de l'Afrique. Merci Frédéric. Warda, tu as un point à ajouter ? Oui, j'aimerais compléter donc l'analyse de Frédéric donc sur le contexte géopolitique et sur le rôle d'acteur de changement qu'est la diaspora. Il faut savoir que le premier investisseur donc sur le continent, c'est les États-Unis sur le capital investissement. Parce que c'est vrai qu'en termes d'impact investing, on va plus parler du capital investissement, puisqu'il s'agit aussi d'un financement qui est patient, qui est à long terme et qui représente pas mal d'avantages pour les entreprises. Donc le capital investissement, donc c'est plutôt un produit financier qui est plus maîtrisé par les États-Unis, par les pays de culture anglo-saxonne, parce qu'il y a du risque et que on sait prendre plus de risques dans ces pays-là, dans ces cultures-là. Et donc, au niveau du capital investissement, notamment dans tout ce qui est tech, ce qu'on voit, c'est qu'on a une réduction de moitié des investissements des États-Unis. Ça ne va pas aller en s'améliorant au vu des dernières élections. On a effectivement donc une aide publique au développement qui se réduit parce que les pays donateurs connaissent eux-mêmes des crises économiques et vont plus donc se concentrer sur les difficultés qu'ils ont à gérer en interne. Et également donc une demande de souveraineté plus importante des pays en Afrique. Toute cette configuration fait que ce n'est pas évident. Mais à côté de ça, on a aussi donc une diaspora qui a plus étudié, qui a aussi plus de qualifications professionnelles, qui a de meilleurs postes donc en Europe notamment. Et qui veut jouer aussi un rôle dans l'essor du secteur privé en Afrique. Et qui a cette double culture, donc à l'heure où il y a des replis partout dans le monde, Siwara Capital pense vraiment que, et moi-même et d'autres acteurs, pensons vraiment que la diaspora peut être justement le maillon qui peut faire le lien qui peut faire le pont aussi donc, entre les différents continents. Tout à fait, c'est passionnant ce que tu dis. Et puis justement, en parlant de cet essor, de cette diaspora, peut-être qu'on peut avoir une opinion sur les tendances qui façonnent de manière plus large l'investissement à impact en Afrique. Oni, est-ce que tu veux nous évoquer une première idée ? Oui, donc effectivement, c'est très intéressant la façon dont est construite la discussion, mais de vraiment repartir des tendances qu'on voit aujourd'hui dans l'investissement, déjà dans le contexte politique et géopolitique, la baisse de l'aide au développement, le fait que seulement 4% de l'investissement d'impact est alloué à l'Afrique. Et oui, les questions politiques et géopolitiques qu'évoquait Frédéric. Donc un peu dans ce contexte, on peut se demander quelles sont les tendances de l'investissement d'impact en Afrique. Ce qu'on va voir, c'est effectivement qu'il y a quelque part un retrait des corporates.
Mais la tendance est quand même assez positive sur le fait que dans ce contexte, le secteur privé va continuer à être moteur de l'investissement en Afrique. Un deuxième point, une deuxième tendance qu'on peut mentionner, c'est le rôle que jouent et que doivent jouer les individuels, les high net worth individuals, donc les individus qui ont de l'épargne, et c'est très intéressant ce que dit Warda sur le rôle de la diaspora. Peut-être que tu donnera d'autres détails sur le rôle de la diaspora, mais la diaspora a un intérêt de cœur à investir je parle de la diaspora africaine, mais un intérêt de cœur à investir en Afrique. Et donc ce rôle de la diaspora face aux tendances et au contexte géopolitique est aussi très intéressant. Et enfin, il y a aussi la question des institutionnels. Donc on parle de baisse de l'aide publique au développement, mais ça ne veut pas dire que les institutionnels ne sont plus du tout présents dans le paysage de l'investissement. Pour vous donner juste un exemple, au niveau de investisseurs et partenaires, on vient de lancer un fonds de fonds pour soutenir des PME agricoles en Afrique. Et ce fonds a été financé par USAID et NORAD, et rejoint ensuite par KOICA. Donc, on a toujours les institutionnels qui sont présents sur la scène. D'ailleurs, nous avons parmi nous une female fund manager qui nous vient du Maroc. Rita, peut-être tu veux nous dire un mot ? Pour compléter ce que disait Oni, notamment, on est en train de parler des tendances actuelles par rapport à l'impact investing, et donc Oni a mentionné le fait que les corporates se retiraient de plus en plus au niveau du financement de l'investissement globalement. Effectivement, on commence à voir de moins en moins de corporate venture capital se mettre en place, de moins en moins de hackathons qu'on va faire pour l'open innovation ou du greenwashing pour pouvoir communiquer sur là-dessus. Mais on va voir de nouveaux modèles émerger. C'est exactement ce qu'on essaye de construire à travers Calyx Ventures at scale. C'est vraiment un modèle où on aurait les startups d'un côté et les corporates de l'autre, et un fonds de venture capital au milieu pour jouer le rôle du tiers de confiance. Parce qu'aujourd'hui, les startups ont peur d'avoir un corporate dans leur tour de table. Elles ont peur de quelque part d'une gouvernance qui aurait un impact négatif sur le business à long terme. Et de l'autre côté, les corporates parfois ne comprennent pas forcément les niveaux de valorisation, les notions de scalabilité et autres qu'une start-up pourrait avoir. Et donc avoir un fonds de venture capital au milieu qui permettrait à ces start-up de travailler avec les corporates, notamment quand elles sont sur de l'impact, leur permettrait très rapidement d'avoir accès au marché, leur permettrait très rapidement de dérisquer leur business et de démontrer que c'est possible de faire du business en faisant de l'impact. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, on voit aussi, encore une fois sur les corporates, on en voit de plus en plus qui ne considèrent plus les startups comme étant seulement en fait une start-up à impact, comme étant seulement des start-up à perte, on va dire, business, mais ils commencent à les intégrer au niveau de leurs activités en considérant que ces start-up leur permettraient d'optimiser leur chaîne de valeur, de réduire leur consommation d'énergie, d'être plus efficaces dans leur manière de travailler. Donc cette intégration complète dans le day-to-day du corporate fait que les start-up à impact commencent à aussi avoir accès à du business. Et la troisième tendance qu'on voit également, c'est au niveau des bailleurs de fonds qui, lorsqu'ils financent des fonds de venture capital, commencent à proposer des structurations un peu différentes avec, on le voit aujourd'hui sur des startups du portefeuille, on a des nouveaux investisseurs qui arrivent en proposant aussi bien de l'equity que du non dilutif. Et ce non dilutif a pour contrepartie le fait que la start-up respecte un certain nombre de reporting à impact, un certain nombre d'objectifs de recrutement, d'expansion dans des zones qui ne sont pas très bien desservies.
Et au bout de 2 ans, si ces objectifs-là ne sont pas atteints, la start-up doit rembourser ce financement non dilutif qui avait été convenu au départ. Donc il y a ces ces 3 éléments qui, pour moi, pour compléter ce que Oni disait par rapport aux tendances au niveau de l'impact investing. Je te remercie, Rita. Warda, est-ce que tu veux revenir sur le rôle de la diaspora comme étant aussi une nouvelle tendance et peut-être approfondir ce que tu disais auparavant? Oui, je voudrais peut-être plus parler du lien entre l'investissement à impact et la diaspora. En lançant donc Siwara Capital en 2022, il y a une étude qui a été réalisée donc auprès des diasporas pour connaître aussi donc leur motivation dans l'investissement, et naturellement l'impact revenait donc à hauteur de 70%, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez naturellement dans les discussions qu'on peut avoir donc avec les personnes qui souhaitent investir sur le continent. Lorsqu'on parle d'impact, on va surtout parler d'impact social, donc notamment de la génération d'emplois sur place. L'impact environnemental, je pense qu'il y a encore un travail de sensibilisation qui commence, mais qui doit être fait à la fois sur le continent et auprès de la diaspora, parce qu'effectivement, enfin, le réchauffement climatique, le continent le subit de plein fouet. Notamment donc avec les périodes de sécheresse, les saisons agricoles qui sont fortement perturbées. Là, je reviens donc d'un déplacement sur le continent où il y avait des prières collectives pour qu'il puisse y avoir de la pluie. Donc, les populations le ressentent, mais les entrepreneurs n'intègrent pas forcément automatiquement, donc justement, des critères en lien avec l'impact environnemental. Chez Siwara Capital, effectivement, il y a des indicateurs à la fois donc au niveau social et au niveau environnemental qui sont proposés donc justement auprès des entreprises dans lesquelles l'investissement va se faire. Très bien. Donc, merci pour les indicateurs, notamment sociaux, qui sont très suivis par cette diaspora. Peut-être moins du côté environnemental, si je reprends ton point. Pour faire un peu le pont justement avec le côté environnemental et quantifiable, quantifier justement cet impact. Peut-être Frédéric, avec Gaia Impact, tu peux nous dire un peu mieux, nous redéfinir tout simplement ce qu'est l'investissement à impact et donner quelques mesures concrètes? Oui, bien sûr. Alors, généralement, on s'accorde à dire que l'investissement à impact a 3 caractéristiques. La première est l'intentionnalité, c'est-à-dire que on veut avoir un impact positif avant même de commencer son activité. Donc, généralement, ça se traduit en définissant de façon ex-ante, comme on dit, des KPI d'impact qu'on va derrière être capable de mesurer. Le deuxième caractéristique de l'investissement à impact, c'est l'additionnalité. C'est-à-dire, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. C'est très important chez l'investisseur à impact. Ça permet généralement de se distinguer des investisseurs purement commerciaux qui pourraient avoir tendance à jeter le mot impact à la figure pour faire de l'impact washing, mais qui finalement, en attendant des taux de rendement alignés au taux de rendement de marché, ont peu d'additionnalité. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est la mesurabilité. Donc, c'est-à-dire, j'ai défini des KPI d'impact et je suis capable de les mesurer, de les reporter, généralement à travers un rapport d'impact. Donc, partant de ces principes, nous, chez Gaia, en tant que spécialistes de l'énergie, on a défini 3 critères principaux pour mesurer notre impact environnemental et social, qui sont le nombre de tonnes de CO2 évitées, le nombre de bénéficiaires d'une énergie propre, et enfin le nombre d'emplois créés. C'est très clair. Peut-être, Oni, tu peux nous donner un peu davantage de détails sur comment IMP travaille sur cette thématique? Oui, merci. Très aligné sur ce que dit Frédéric, et je pense qu'on est tous très alignés sur ce que dit Frédéric en termes de mesures d'impact. Nous, chez Investisseurs et Partenaires, comme je le mentionnais en introduction, on va investir directement dans des PME. Donc, on va suivre les critères ESG impact à travers ce qu'on appelle l'impact management wheel, et c'est ce que décrivait Frédéric, le fait de, avant d'investir, aller regarder quel est l'impact de la PME, ensuite aider cette PME à construire un plan d'action ESG impact, mesurer les impacts et surtout
très important, disséminer les bonnes pratiques et communiquer sur les impacts de la PME. Donc au niveau d'investisseurs et partenaires, on va le regarder au niveau de la PME, on va le regarder au niveau de notre portfolio global, et en tant que aussi fonds de fonds, on va également accompagner des fonds à mesurer l'impact des PME qu'elles accompagnent et à gérer les impacts, le volet ESG impact de leur portfolio. Je te remercie. Alors, on parle aussi, dernier point, on parle de plus en plus de partenariats publics-privés et des notions telles que blended finance, désolé pour le franc anglais, mais c'est quand même des notions qui reviennent de manière répétitive. Est-ce que, Rita, tu peux nous en parler un peu plus dans le cadre de ton expérience ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme tu l'as mentionné au tout début, le fonds est basé au Maroc. Donc, il a émergé d'un écosystème qui est en pleine construction, que ce soit sur de l'investissement global dans des startups qui émergent de notre écosystème marocain ou des startups à impact aussi. Et cet écosystème-là a beaucoup été propulsé par justement les PPP. Aujourd'hui, justement, les premiers fonds de venture capital, en tout cas ceux la propulsion de l'écosystème a vu le jour en 2017 avec un financement reçu de la part de la Banque mondiale, donc là l'acteur public, qui ensuite a permis de faire émerger dans l'écosystème un certain nombre d'accélérateurs, d'incubateurs. Mais pendant 5 ans, on s'est rendu compte que cet écosystème-là c'est-à-dire les 5 dernières années étaient beaucoup plus 5 années d'apprentissage où on a tous appris ce qu'était une start-up, comment la faire scaler, quelles sont les attentes des investisseurs internationaux, des mécanismes d'investissement sur jusqu'à il y a 5 ans, un SAFE ou un BSA n'était pas forcément courant localement, donc il fallait faire évoluer tout l'écosystème, et donc là les acteurs publics ont joué un rôle important. Mais ce qui a été encore plus important pour faire évoluer cet écosystème, c'était le rôle des acteurs privés et donc des corporates, parce que finalement, même si on fait émerger des startups localement, mais si ces startups-là n'ont pas accès au marché, si elles n'ont pas accès aux décideurs qui pourront leur partager justement les problématiques principales, sur quoi ils ont besoin, leurs priorités stratégiques sur les 3 prochaines années, et bien ces startups-là pourront continuer à travailler de leur côté le produit sans pour autant avoir le market fit. Donc là, la proximité avec le marché était importante, et donc on a vu des acteurs publics qui ont fait asseoir aussi bien les corporates locaux que les incubateurs, accélérateurs, start-up et fonds de venture capital pour maintenant. Donc en 2024, on a la nouvelle génération d'incubateurs, accélérateurs, bientôt la nouvelle génération des fonds de venture capital, donc un peu plus de 100 millions d'euros seront injectés sur le marché entre équipes de gestion pour pouvoir investir dans l'écosystème. Et donc c'est ces discussions-là qui ont fait que aujourd'hui, on commence à voir des startups qui ont un impact sur les petits agriculteurs, qui ont un impact sur les petits épiciers. On pourra en reparler tout à l'heure, plus particulièrement sur les boîtes du portefeuille. Mais donc voilà, c'est ces 3 éléments-là qui font que le Maroc est un exemple parmi plein d'autres dans des différents écosystèmes où les 3 P ont eu beaucoup de sens. Je me permets d'intervenir aussi avec des notions de B2B2C. Finalement, ça permet à la start-up de pouvoir distribuer et de leverager sur le network de corporate pour distribuer son produit. Et pour moi, c'est clé. Donc, je te rejoins complètement dans ton argument. Frédéric, je sais que tu as eu aussi une expérience précédente. Tu veux nous en parler ? Oui, mais écoutez, je rejoins ce que dit Rita. Pour moi, les partenariats publics-privés sont essentiels pour faire avancer l'investissement à impact, mais pas seulement à impact en Afrique, parce que ça permet à différents acteurs avec des attentes différentes de se retrouver autour de la table, et le secteur privé est prêt à apporter du capital, à prendre du risque en échange d'un certain rendement. Les institutions financières de développement type l'AFD peuvent, elles, apporter de
de l'argent pas cher sous forme de subventions, sous forme de financement concessionnel. Les États africains qui travaillent parfois sur des budgets contraints peuvent apporter tout un tas d'autres choses, comme des incentives fiscales, un cadre réglementaire harmonieux. Donc, les partenariats publics-privés, c'est une évidence, sont un axe très fort pour le développement de l'Afrique. En revanche, il faut absolument que toutes ces parties se mettent autour de la table dès le départ, au même moment. Est-ce que, malheureusement, j'ai trop vu, c'est des DFI et des États qui se mettent ensemble autour d'une table pour créer un cadre réglementaire qui, derrière, l'impose aux acteurs privés. Ce cadre réglementaire ne leur convient pas du tout. Je pense par exemple à des contrats de rachat d'électricité qui n'étaient pas du tout bancables et qu'aucune banque n'était prête à financer. Je pense notamment à des accords de mise à disposition du foncier sur lesquels on pouvait construire des centrales solaires qui pouvaient être récupérées par l'État du jour au lendemain avec une compensation ridicule. Et tout ça, c'est des années de boulot entre DFI et État qui n'auront servi à rien, parce qu'à la fin, ça n'aura pas servi à tirer le secteur privé. Le fameux silo qu'on retrouve un peu partout. Warda, je crois que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, donc effectivement, en fait, les bailleurs de fonds, donc les institutions financières de développement sont vraiment très importantes pour le développement des fonds. Pour le lancement des fonds, c'est vraiment ceux qui vont intervenir et qui vont permettre à ces fonds de se lancer. Et je voudrais effectivement donc confirmer ce que dit Rita, c'est qu'on a des écosystèmes qui foisonnent, qui se mettent en place, qui se consolident. On a de plus en plus de fonds d'investissement sur le continent. Et donc, ce sont aussi des structures sur lesquelles Siwara Capital, société d'investissement, va pouvoir s'appuyer sur place pour sourcer les entreprises, pour pouvoir effectuer aussi le suivi. Donc, à travers ces intermédiaires qui sont maintenant beaucoup plus solides qu'il y a 7 ans. Donc, les institutions financières de développement, le secteur public est important et complètement en phase avec ce que dit Frédéric. Pour avoir travaillé à la fois pour le BR de fonds et pour la société d'investissement, ce sont des structures qui ont leurs propres objectifs, pour peu qu'on mette aussi une ONG dans le consortium. Là, on a vraiment donc chacun qui a ses objectifs, chacun qui a sa façon de travailler. Pour aligner tout le monde, c'est pas forcément évident, mais nécessaire. Je te remercie, Warda. Quelqu'un d'autre ? Tu vas ajouter un peu ? Ouais, j'ajoute juste peut-être un petit mot sur quand même le rôle essentiel néanmoins justement du secteur public aussi pour venir dérisquer les investissements et venir attirer aussi les investissements dans des zones qui sont parfois qui sont éloignées en fait qui attirent peu de capitaux. Et donc c'est quelque chose, nous au sein de d'IEP, qu'on regarde aussi beaucoup, tout ce qui est blended finance, parce que quand on veut aussi faire émerger des fund managers locaux, il faut aussi pouvoir proposer des solutions financières qui viennent les aider en dérisquant le fonds. Un autre point que je voulais ajouter, du coup, juste sur cette question de faire émerger des fund managers, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, nous, du côté de investisseurs et partenaires. Un point, il y avait 2 choses aussi que je voulais mentionner sur cette question. Tout d'abord, comprendre que le métier aussi d'investisseur d'impact, c'est un métier qui est relativement nouveau. Je l'ai mentionné Ayette au tout début de la session. Finalement, investisseurs et partenaires, c'est un vieux de l'investissement d'impact, mais c'est un vieux qui a été créé il y a 20 ans. Donc finalement, assez nouveau. Donc c'est un nouveau métier, on l'a évoqué, de nouvelles tendances. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi, ce qui est clé pour faire émerger des nouveaux fund managers, c'est la formation. Donc, chez investisseurs et partenaires, on va chercher à former. On a formé Siwara Capital. On va chercher à former des acteurs de l'investissement d'impact en local. Et chaque année, on mène des formations pour des cadres, pour des gens qui sont intéressés par l'investissement d'impact. Donc, je me
permet de faire une petite pub, hop, un peu placée. Tu fais bien. Mais n'hésitez pas, si potentiellement vous êtes des cadres qui cherchaient à en savoir un peu plus sur l'investissement d'impact, à monter un fonds ou si vous êtes intéressé par l'investissement d'impact en Afrique, on peut se retrouver à la sortie et puis on échange des contacts. Et Oni, vous faites du fonds de fonds, hein? Nous, on fait Donc, pour tous les fonds en pleine levée. Pour tous les fonds en pleine levée, on peut se retrouver aussi dehors juste après. Et ce qui me permet aussi de renchaîner de renchaîner. Il y a un autre point qui est essentiel je pense, sur le fait de faire émerger des fonds locaux. C'est également la question du genre. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement, mais faire émerger des fonds locaux, c'est une chose, mais faire émerger des fonds locaux qui soient aussi diversifiés, qui permettent à des structures qui soient diversifiées de recevoir du capital, c'est essentiel. Donc avec une attention particulière porte également aux fund managers, des fonds gérés par des femmes. Merci beaucoup. On se rapproche petit à petit de la conclusion. J'aimerais qu'on finisse sur une note positive et surtout concrète, plus que positive, concrète, sur des exemples d'entreprises que vous avez dans votre portfolio, avec des exemples d'impact surtout. Qui est-ce qui veut commencer sur cette question ? S'il en faut un, je veux bien me lancer. Donc oui, effectivement, en tant qu'investisseur à impact, on a la chance d'avoir des entreprises dans notre portefeuille qui ont un impact, c'est plutôt rassurant. Je pense à plusieurs d'entre elles. Donc on a notamment Nourou en République démocratique du Congo, ou Ares My Jewelbox au Bénin, qui opèrent des mini-réseaux qui fournissent de l'électricité à des populations qui vivent dans des zones non desservies par les réseaux nationaux et qui, avant l'arrivée de ces mini-réseaux, n'avaient qu'au mieux des générateurs diesel pour générer de l'électricité. Et en installant des mini-réseaux qui fonctionnent avec des panneaux solaires et des batteries, ils payent leur énergie en moyenne 4 à 5 fois moins cher que ce qu'ils le faisaient quand ils s'approvisionnaient avec des générateurs diesel. Puis un autre exemple d'impact social aussi, on a investi dans une boîte qui s'appelle Searchill, qui fabrique des frigos qui fonctionnent sans être branchés sur des réseaux, juste avec des panneaux solaires et la glace qui fait office de batterie. Donc on les charge pendant quelques heures, ils peuvent fonctionner en zone hors réseau pendant plusieurs jours et permettent notamment de stocker des vaccins dans des zones très reculées et permettent à des populations d'avoir un parcours vaccinal complet, même s'ils sont très loin des lieux de soins. Donc, voilà, deux exemples concrets. Excellent. Toujours dans la suite du portefeuille, donc pareil sur les 6 startups qu'on a aujourd'hui. Et c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas forcément mentionné alors qu'on est sur un panel Afrique. On parle d'impact et en fait, en général, quand on investit en Afrique, on tombe automatiquement sur de l'impact by design. Et donc on se retrouve, même si, à moins qu'on fasse du gaming ou encore même dans le gaming, ça se justifie, mais gambling, voilà, si on est sur du gambling, là on n'est pas du tout sur de l'impact, mais sur tout le reste, quand je revois l'ensemble des boîtes du portefeuille, on a par exemple une start-up qui aujourd'hui permet à 12 000 épiciers sur 15 000. Donc épiciers, c'est les petits marchands du coin qui vendent des produits de consommation, et donc qui permet à ces 13 000 épiciers d'avoir accès directement, de commander directement auprès du distributeur et de l'industriel. L'impact est triple dans cette start-up, par exemple. Il est aussi bien pour l'épicier, on lui permet, en traçant sa chaîne de valeur et son stock, on lui permet de mieux gérer son stock et d'avoir accès à des moyens de financement pour pouvoir vendre plus, donc avoir plus de stock et donc vendre plus, avoir plus de trésorerie. Au niveau du client final, on lui permet également, alors au Maroc, il y a beaucoup et je pense en Afrique en général, on a beaucoup de crédits avec l'épicier. Donc on va acheter, on va demander une petite ligne de crédit pour 10 euros, 20 euros, ça peut aller jusqu'à 50 euros en fonction de l'affinité que vous avez avec l'épicier. Et donc aujourd'hui, grâce à cette start-up, donc ce financement n'a plus à être porté par l'épicier, mais il peut être porté par d'autres sources de financement alternatives. Et donc on permet à des populations locales aussi à ne plus avoir la pression de consommation
et de remboursement de leur crédit. Et puis le troisième impact, il est sur les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de traçabilité sur cette chaîne de valeur. Donc les industriels et distributeurs ne savent pas ce qui se passe sur 70% du marché. Donc ces petits épiciers représentent 70% du marché. Et ils ne savent pas donc les produits, s'ils sont arrivés à date de péremption ou pas, quel est le niveau de stock. Donc ils ne sont pas capables de desservir l'ensemble des régions de tous les produits dont une population locale aurait besoin. Donc ça, c'est un exemple parmi 6, mais les 6 startups ont tout un impact direct sur leur localité. Donc il est possible, return et oui, return et and investment, impact. Oui, tout y est. Peut-être, je crois que 2 personnes parmi nous ont créé, je crois, un livre blanc. Vous voulez peut-être nous en parler ? Oui, du coup, effectivement, dans mon exemple de réussite, ça va faire un peu, on se tape tous dans le dos, mais je voulais parler de Siwara Capital, effectivement. Donc Siwara Capital, un fonds d'investissement, un véhicule d'investissement qui a été, de la diaspora malienne, qui a été accompagné dans son lancement par investisseurs et partenaires, qui aujourd'hui a levé 200 000 € et qui investit dans Zira Capital, qui a lui-même investi dans 2 PME maliennes. Investisseurs et partenaires sort un livre blanc qui raconte la montée de Siwara Capital, qui sort bientôt, sur nos réseaux, vous allez pouvoir, on en fera la promotion, mais qui est très intéressant en fait pour comprendre l'histoire derrière, comment est-ce que ce fonds se monte concrètement, quelles ont été les étapes, et c'est très didactique, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à le consulter, notamment si vous êtes intéressé par la question de l'investissement de la diaspora. Je parle aussi en mon nom en me disant que la diaspora malgache est très intéressée à chaque fois par ces questions d'investissement, et donc je pense que ça peut aider beaucoup d'acteurs. Merci Oni. Je pense qu'on va s'arrêter là. Warda ? Juste un dernier mot pour compléter. Merci pour la promo. Mais effectivement, je pense que c'est un exemple qui illustre aussi le fait que dans le capital risque, dans le venture capital, les fonds travaillent ensemble. Donc là, on a l'exemple d'IEP qui effectivement appuie différents fonds, mais c'est vraiment une logique qu'on retrouve avec d'autres, qui est vraiment très intéressante, où en fait on se partage les informations sur les entreprises, on co-investit pour réduire le risque, et ça c'est aussi donc une chose qui peut être intéressante pour les investisseurs. Et effectivement, donc au niveau de ce livre blanc, il est aussi intéressant donc pour toutes les diasporas qui souhaitent effectivement investir, qui ne savent pas forcément comment faire. C'est un exemple qui peut servir. Mais effectivement, voilà, il y a ce travail de collaboration qui est fait et que je tiens à saluer. Je crois que j'aurais pas pu mieux finir. C'est très positif. Et puis, peut-être une question dans le public ? Très bien. Écoutez, je vous remercie, chers participants. Et puis, merci Emerging Valley, surtout, d'organiser des événements pareils où se rencontrent un peu les différents mondes et éviter le silo comme ça. Merci bien. Au revoir.